Par cet amendement, nous voulons que la loi garantisse désormais la sécurité aux victimes de viols ou d'agressions sexuelles, notamment en facilitant l'accès à un logement social. En moyenne, 84 000 femmes sont victimes de viols chaque année et parmi ces victimes, 91% connaissent leur agresseur et 45% des dits agresseurs étaient leurs conjoints ou ex-conjoints. Les crimes sexuels sont très souvent liés à la sphère familiale, comme nous le savons, ou proches de la victime. L'absence d'une solution d'hébergement alternatif pousse les victimes à rester près de leur agresseur et à ne pas déposer plainte. C'est pourquoi nous vous demandons par cet amendement que les victimes de viols et d'agressions sexuelles soient prioritaires dans l'attribution d'un logement social. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux violences conjugales et vous avez dit que les violences conjugales faisaient déjà partie des critères prioritaires d'attribution. Mais si ça vous concerne, vous voterez peut-être, si ça peut aider à faire voter cet amendement, croyez bien que j'en serais ravie parce que c'est quelque chose de très important. Et derrière les rires, on est tous un petit peu fatigués. Derrière les rires, il y a des réalités. Il y a des femmes qui continuent à se faire violer, à se faire agresser et qui restent dans leur foyer parce qu'on ne trouve pas de solution. Ce soir, on a la possibilité tous ensemble de leur donner une solution en votant cet amendement et en réparant un oubli qui paraît assez hallucinant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ressighier, de cette présentation. Je vais demander l'avis de la Commission à travers vous, Madame la rapporteure. Si l'objet de votre amendement porte bien sur la séparation et suite à des personnes victimes de violences conjugales liées à un viol, votre amendement est présenté comme ça, dans le sens où la loi doit garantir la sécurité aux victimes de viols et d'agressions sexuelles, notamment en facilitant l'accès à un logement social. Donc c'est bien de ce public-là qu'on parle. S'il s'agit de conjoints ayant subi une agression vis-à-vis de son autre conjoint, ils sont déjà prioritaires pour l'accès à un logement social. Si ce n'est pas le cas de la personne avec qui ils vivent sous le même toit, toutes les affaires de viol ne sont pas liées à la personne avec qui on vit. Donc ce sera un avis défavorable. Monsieur le ministre ou messieurs les ministres, avis du gouvernement. Je dirais aussi un avis défavorable, mais je ne veux surtout pas qu'on rentre dans un débat de savoir, par cet avis-là, on pourrait sous-entendre que le gouvernement n'essaye pas de combattre et d'apporter une aide à toutes ces personnes qui font l'objet d'actes absolument atroces. Pourquoi on a un avis défavorable? Parce que le L444-1, je crois de mémoire, prévoit déjà la disposition. Et donc, à partir du moment où la disposition est prévue, cela nous semble déjà satisfait. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président Lagarde. Merci, Monsieur le Président. La succession des propositions qui sont faites par voie d'amendement après l'article 37 pour définir quels sont les publics qui doivent être considérés comme prioritaires, m'inspire simplement que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que chacune des catégories que vous citez et que vous proposez, elle est évidemment légitime. Chacune des catégories. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. La victime de viol ou d'agression sexuelle, ça veut dire que quand vous la recevez, il faut qu'il y ait déjà une condamnation ou seulement une plainte. La plupart du temps, quand une femme vient demander un logement social, en tout cas au maire, pour les autres je ne peux pas savoir, elle ne vient pas vous dire « je suis victime d'agression sexuelle ou de viol ». Dans un premier temps, elle essaye d'expliquer qu'elle a besoin d'un logement. Elle essaie d'expliquer que ça se passe mal dans la famille. Et puis c'est au bout d'un moment, à force d'échanger, que se révèle la vérité. Et cette vérité, vous ne l'avez pas sous les yeux juridiquement, parce que là, il faudrait qu'il y ait... Vous l'avez juste humainement. Et chacune des catégories, en réalité, elle a en face d'elle ou un élu, ou un gérant de patrimoine. Et c'est eux qui font le boulot. Là où c'est le plus difficile, et ce n'est pas une mise en cause de l'État, c'est ce que disait tout à l'heure M. Pupponi, quand à un moment donné, l'État lui-même doit attribuer, mais qu'il ne voit pas les gens. L'État a un gros contingent, mais il ne voit pas les gens. J'ai raconté il y a, je crois, 2 jours ou 3 jours, que j'ai été obligé de reloger en urgence, en 2 jours, une greffière du tribunal de Bobigny parce qu'elle était en danger. L'État devait la reloger, mais il était incapable de le faire, il fallait bien que le maire le fasse.
On cherche les catégories. Qu'est-ce que vous faites face à une mère qui vient vous voir parce qu'elle est battue par son fils et qu'elle veut non seulement un logement, mais elle veut déménager sans que son fils sache où elle va, alors que le fils est majeur, mais dans son logement. Je dis que c'est louable. Je veux juste que nous soyons inconscients que la vraie vie et ce que nous écrivons, il y a des marges. Je dis ça, monsieur le ministre, parce que depuis des années dans votre administration, il y a une volonté de critériser. Sous Madame Duflot, à un moment donné, il fallait même mettre des points. Sauf que les points, ce n'est pas la vie. Et que si vous mettez les points, il y a des gens qui vont sortir du critère dont il a besoin à ce moment-là, parce qu'il a besoin d'une plage de salut. Je ne veux pas être plus long que ça, mais nous sommes nombreux, je crois, à avoir vécu ça. C'est tellement vrai qu'on doit définir des lignes, mais certainement pas mathématiser ces lignes. C'est pas un algorithme qui donne un logement à un moment donné. C'est une rencontre et c'est une situation. Toutes celles et tous ceux qui ont eu à exercer dans ces domaines-là, et nous sommes nombreux, le savent. Donc, continuons l'examen des amendements. Mais moi, je suis aussi sensible à la victime d'agression sexuelle qu'à la maman qui était battue par son fils, ou, tout simplement, à celui dont à celle, en règle générale, hélas, dont les enfants sont frappés. Il n'y a pas d'agression sexuelle. Enfin, quand vous mettez toutes ces priorités, il y a tellement de priorités et il y a tellement peu de logements qu'il n'y a plus de priorité. Donc la priorité, elle ressort en réalité de l'humain qui est en face de la personne qui est en détresse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bricout. Oui, effectivement, Monsieur le Président, merci de me laisser la parole. C'est quelque chose, effectivement, c'est une priorité absolue de prévoir effectivement des mesures d'éloignement. Quand il y a des mesures d'éloignement, en tous les cas, de pouvoir proposer un logement le plus rapidement possible à l'un des membres de la famille quand il y a des violences conjugales particulièrement. Une petite nuance, nous, sur notre territoire, on a tout simplement conventionné entre le procureur et puis deux petites villes et une ville moyenne, et on éloigne plutôt l'agresseur, une mesure d'éloignement, mais pour l'agresseur, ce qui permet de rester la famille en place dans le logement, enfin la maman et puis les enfants sur place. Merci, Monsieur Bricout. Monsieur Corbière. Je vais quand même prendre la parole, même si je ne suis pas Monsieur Corbière, mais c'est pas grave, Monsieur le Président. Non, mais je vous en prie, c'est pas du tout un problème. C'est un compliment. Oui, bien sûr. Et les noms commencent pareil, donc c'est souvent pour ça qu'on nous l'attribue. Non, je voudrais revenir pour défendre cet amendement et non pas, monsieur le ministre, je vais dire Premier ministre, vous voyez, c'est la soirée des lapsus. Je ne sais pas si je vous le souhaite un jour. Mais non pas pour du tout avoir une posture accusatrice. Bien évidemment, si vous refusez cet amendement, ce n'est pas que j'estime que vous niez la question grave des violences sexuelles, des viols et des agressions. Ce n'est pas ça. C'est que moi, je crois à la politique et à la force de l'argument. Voilà. Donc j'espère vous convaincre, en tout cas convaincre mes collègues. Alors d'abord, pour bien comprendre une chose, c'est que cet article L441 du Code de la construction et de l'habitation, je ne suis pas sûr que tous mes collègues l'aient sous les yeux, mais il comporte des critères. Voilà, il comporte des critères qui sont des plus en termes de priorité pour trouver un logement social. Bon. Dans ces critères, effectivement, il y a un G qui concerne les personnes qui subissent des violences au sein du couple ou entre les partenaires. Entre parenthèses, il n'est pas noté violence sexuelle. D'accord ? Et puis, vous avez, par exemple, d'autres personnes, petit h, personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains et du proxénétisme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs cas où l'on voit bien qu'on n'est pas seulement là dans la question d'un éloignement d'une sphère familiale qui vous met en danger, mais on est bien dans un certain nombre de critères qui, pour une personne qui souvent est isolée par rapport à une situation fragile, nécessite de lui proposer plus facilement un logement social parce qu'on estime que sa situation, à la fois économique, sa situation humaine, justement, fait que ce critère doit être important. Et c'est pour ça que la question du viol et des agressions sexuelles doit rentrer en tant que telle, pas dans le cadre seulement de la question conjugale. C'est pour ça qu'on propose un G bis dans ces critères. Pourquoi ? Parce que ma collègue Muriel Ressiguier vous l'a dit, 91% des femmes victimes de viol chaque année connaissent leur agresseur. Ça veut dire que très souvent, c'est souvent aussi dans le voisinage, c'est souvent aussi dans la proximité, et qu'on peut donc considérer que quelqu'un qui a porté plainte, où c'est reconnu, etc., et qui craint toujours justement cette situation,
doit pouvoir effectivement, parce qu'il y a une situation fragile, être considéré non pas comme, j'allais dire, forcément ayant tout de suite logement social, mais dans un des critères prioritaires. Voilà pourquoi, à mon avis, ajouter le G bis en fonction de ce que je vous ai dit et en fonction du fait que vous avez d'autres alinéas qui ont un lien quelque part avec les atteintes faites aux femmes, proxénétisme, prostitution, etc. Je crois que c'est d'autant plus utile. Et à mon avis, si ça n'a pas été mis dans la loi à l'époque, disons-le entre nous, c'est peut-être aussi parce que il y avait de la part de la société, y compris des législateurs, une moins grande attention à cette plaie absolument terrible que nous connaissons et qui, c'est vrai, cette année, c'est bien pour ça qu'il y a eu d'ailleurs une loi proposée, a pris, j'allais dire, de manière très juste, grâce à MeToo et d'autres alertes, a pris une attention plus particulière au niveau de la société. Donc moi, je vous demande de bien réfléchir. Je pense que ça ne pose pas un problème insoluble, au contraire, et ça serait un critère de plus qui vraiment répond certainement à des préoccupations concrètes. Merci beaucoup, monsieur le député Coquerel. Oui, monsieur Bazin. Oui, vous nous posez un vrai problème, cher collègue Coquerel, parce que sur le fond, je crois qu'on est tous d'accord ici. Le problème, c'est que l'amendement en lui-même est mal écrit. Et moi, je pense qu'il faudrait rectifier l'amendement, mais en s'attaquant au G, puisqu'en fait, le G doit avoir une écriture qui n'est pas complète, et il faudrait plutôt modifier le G. Alors, soit c'est compliqué là, et on profite, c'est au compte-rendu, et on le met à la navette, mais on ne peut pas voter un amendement qui ne paraît pas forcément convenir par rapport à l'écriture actuelle, parce que vous insérez après le G, alors qu'on en parle déjà dans le G. Donc, voilà. Sinon, tout le monde va être... on ne va pas voter l'amendement alors qu'on soutient sur le fond. Ça paraît paradoxal. Madame Ressigui. S'il vous plaît, pas d'interpellation. Seule Non, Madame Ressigui a la parole. Écoutez, nous sommes d'accord pour rédiger autrement l'amendement ensemble et évidemment, voilà, pour la navette, mais on voudrait avoir l'avis du gouvernement sur ça, pour savoir si on le retire et on le réécrit ensemble, si ça sert à quelque chose, quoi. S'il y a une volonté commune de le faire aboutir, ce sera avec grand plaisir. Voilà, sinon nous devrons le maintenir. Bien, la séance est reprise. Mes chers collègues, avant l'interruption de séance, nous étions sur l'amendement 2307 qui était présenté et longuement débattu, qui fait l'objet d'une demande de scrutin public. Je vais me retourner vers l'auteur de cet amendement pour savoir s'il est maintenu. On attend la réponse du gouvernement. Alors on attend la réponse du gouvernement officiellement, mais si ça correspond à ce qu'on s'est dit tout à l'heure en bas, c'est-à-dire qu'on le retravaillait pour la navette, nous le retirons. Donc il est retiré. On voudrait un oui, alors, on va écouter le ministre et ensuite vous pourrez prendre votre décision de maintien ou de retrait. Monsieur Exactement. le ministre. Je vous confirme, Monsieur le Président, Madame la députée, que donc on y travaille dans la navette dans le cadre d'un travail coopératif entre les différents groupes pour pouvoir rajouter les deux publics que vous avez ciblés, c'est-à-dire dans le couple l'agression sexuelle et les personnes victimes de viol. Très bien.